la chaîne d'information en continu que vous regardez avec beaucoup de plaisir tous les jours. Au sommaire de l'actualité ce matin, la conférence internationale sur le climat qui s'ouvre ce jour du côté de Paris où sont attendus presque 150 chefs d'État et de gouvernement pour parler des questions de réchauffement climatique. Nous parlerons également de la République centrafricaine avec la visite du pape qui pourrait servir de terreau propice à la réconciliation et certainement vers une sortie de crise avant certainement les prochaines consultations populaires. Le Burkina Faso nous intéresse également ce matin avec les résultats de la présidentielle et des législatives du 29 novembre qui sont donc attendus ce soir, certainement les premiers résultats. Voilà pour le sommaire, mais nous allons marquer un point d'arrêt en commençant par le Cameroun et ses 550 milliards de francs CFA repérés dans le cadre du blanchiment de l'argent. Serge Bonger, bonjour. Bonjour Roger Noadieu, merci de m'accueillir encore ce matin et très bon début de semaine à vous. Alors nous parlons ce matin de blanchiment d'argent au Cameroun et vous nous faites savoir qu'il y a près de 550 milliards de francs CFA qui ont été repérés. Pour être plus clair, disons, c'est un argent qui a constitué et surtout aidé au financement de plusieurs faits dans le septentrion du Cameroun. C'est un rapport qui est rendu public par l'Agence nationale d'investigation financière du Cameroun entre la période marquant 2006 et 2013. Ces inspecteurs ont donc travaillé durant cette période-là et se sont rendus compte qu'effectivement l'argent qui a servi, soit c'est un financement qui arrivait au Cameroun, transitait par notre pays, était envoyé à l'étranger en soutien aux différents groupes terroristes qui émeutent ainsi l'Afrique à travers plusieurs réseaux. L'Agence d'investigation financière fait donc cette révélation ce matin à travers le groupe d'action de blanchiment d'argent, le GABAC, qui s'y est aussi mis pour lutter contre ce blanchiment d'argent. Donc plus de 550 milliards de francs CFA, disons plutôt 500 milliards, les 50 autres milliards tournent autour des affaires qui ne sont pas encore véritablement mises à contribution par l'Agence nationale d'investigation financière. Mais ce qu'on peut également souligner dans cette même veine, c'est que depuis que ces différentes personnes sont rattrapées pour le blanchiment d'argent, il n'y a véritablement aucun procès d'intention contre ces personnes. Notamment, il y a eu ces auteurs qui sont à la base donc, de ces crimes économiques n'ont pas toujours été inquiétés. Pourtant, ce sont donc des procès qui doivent être ouverts avec des éléments de preuve qui sont ainsi mis à l'actif par l'Agence nationale d'investigation financière au Cameroun. Et il faut signaler, Serge, que cette enquête ou ce rapport intervient au lendemain d'un autre rapport rendu public par la Commission nationale anticorruption, la CONAC, qui parlait de 50 milliards de francs CFA récupérés dans le cadre de lutte contre la corruption. Il faut effectivement que toutes les organisations qui sont mises en place au Cameroun, on a la CONAC, on a l'ANIF et plusieurs autres actions qui sont engagées dans la lutte efficace contre la corruption au Cameroun. Mais le fait important, c'est de voir que cet argent, parfois, est-ce qu'on a la certitude que cet argent est récupéré de manière fondamentale et bien sûr reversé dans les caisses du trésor public. Là est véritablement la question. Mais ce qu'on voudrait aussi savoir, c'est que fait-on de ces auteurs, de ces crimes économiques dans ces pays? Cet argent, on a dit dans quelques sociétés, dans quelques entreprises en charge donc de la gestion de quelques finances, le cas des microfinances et bien d'autres banques sont également à l'actif de ce blanchiment d'argent. Donc tout un tour est fait pour le cas de la CONAC qui passe ainsi un appel de manière significative au pouvoir public qu'il faut prendre en main les responsabilités qui sont celles bien sûr établies, mais qu'il faudrait qu'on lutte ardemment contre ce blanchiment d'argent et que les auteurs soient effectivement rattrapés dans le financement du terrorisme, pourrait passer effectivement par là, mais aussi en 2016, l'ANIF affirme avoir cessé des opportunités judiciaires, donc ces autorités-là, et qui sont allées des cas alarmants de manipulation dans certains villages par les individus, donc des fonds assez importants, et comme cela coïncide, et c'est toujours à la même période, dans les premières manifestations de la secte terroriste Boko Haram dans quelques localités du pays. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, si l'ANIF met devant les juridictions compétentes des faits qui sont avérés avec les moyens qui leur sont ainsi mis à disposition, on peut quand même espérer
interpellé qu'il y a une lueur d'espoir du côté de la justice camerounaise qui pourra en temps opportun interpeller ces personnes qui sont concernées par ces crimes économiques qui fragilisent même la stabilité politique aussi et même de ces personnes-là, des populations de ces différentes localités là où cet argent et qui, on pense, est un argent qui ne renforce pas toujours l'économie locale, un argent qui vient distraire plutôt les populations et qui est à l'actif du paiement de ceux-là qui rentrent dans ce qu'on a vu ces dernières semaines, les différents attentats suicides. Et donc l'État doit effectivement faire son travail et que les auteurs de ces blanchiments d'argent soient véritablement rattrapés par les pouvoirs publics. Merci Serge Bondier pour ces informations. On sait que d'autres secteurs sont concernés comme les BTP, bâtiments et travaux publics, et même, bref, tout ce qui concerne l'argent, notamment les secteurs qui ont eu le gros budget de l'État, dont on rappelle également, comme vous dites, pour les travaux publics, et donc c'est plus de 400 milliards pour l'année 2016 dans le budget de l'État du Cameroun. Donc tous ces secteurs sont concernés, et il est question désormais que les organismes se mettent en phase pour travailler contre ce blanchiment d'argent. Donc interpellé à cette occasion, le révérend Dieudonné Massy Gams, et donc le président de la Commission nationale anticorruption. Ce que les gens disent ne pas être bien, c'est que désormais, on ne met plus au devant de la scène les personnes qui sont rattrapées par ces délits et donc qui marquent le détournement des biens publics, mais on parle beaucoup plus de ces institutions dont les entreprises publiques, le cas du Crédit Foncier et bien d'autres, sont également sur la table des pouvoirs publics pour voir comment trancher, même si on n'a pas le point focal qui est bien sûr l'argent ne circule pas tout seul, ou alors ces fonds aujourd'hui estimés à plusieurs milliards de francs CFA n'évoluent pas tout seul. Il y a toujours des corrupteurs et pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait effectivement des corrompus. Donc c'est toute une chaîne qui est à revoir. Une chaîne que l'Agence nationale d'investigation financière essaie de traquer. Et merci déjà pour ce montant qui est quand même un montant assez impressionnant, 750 milliards de francs CFA. Merci Serge Bondier. Merci à vous et à demain. On va parler tout de suite de cette conférence internationale sur le climat qui se déroule en ce moment du côté du Bourget, c'est en France, et plus précisément de la capitale parisienne, où l'objectif est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, du Cameroun, de l'Afrique, nous parlons de cette conférence qui se tient du côté du Bourget, une conférence qui va certainement permettre aux pays les plus pollueurs de pouvoir, bien évidemment, revoir leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au terme de ces 2 semaines de travaux, l'on pourra réussir à infléchir cette tendance souhaitée, bien évidemment, par toute la communauté internationale? Oui, c'est ça toute la problématique de ce COP21. À quoi finalement peut-on s'attendre au sortir de cette rencontre au sommet? Pas moins de 150 chefs d'État ou de gouvernement sont attendus du côté de la Beaujoire en France, où le président François Hollande en a fait un cheval de bataille. D'aucuns disent même que c'est un des tournants manquants de son quinquennat. Toujours est-il que Paris arrive, après qu'on ait eu des sommets comme ceux de Copenhague, de Kyoto. Qu'est-ce qu'on peut espérer finalement de ce sommet-là? C'est toute là la grande question et la grande problématique. Le paradoxe ici dans cette situation, c'est que les plus grands pollueurs sont ceux qui sont les plus indécis et les plus réfractaires à la signature d'un certain nombre d'accords. Vous l'avez dit, Louis Roger, l'objectif visé au cours de cette 21e conférence, n'est-ce pas, sur le changement climatique, voudrait réduire à 2 degrés seulement, n'est-ce pas, le réchauffement climatique. On veut au minimum réduire la déforestation, mais on veut aussi, dans cette même dynamique-là, réduire à sa plus simple expression l'émission des gaz à effet de serre, qui participent justement à ce dégel de l'espace planétaire, à son réchauffement, et finalement qui expose la planète entière à des conséquences dévastatrices. Donc le paradoxe ici reste celui-là. Ceux qui polluent le plus sont ceux-là qui ne signent pas ou bien qui ne veulent pas se sentir contraints de faire des efforts. On a d'ailleurs vu avant ce sommet la déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry qui disait que certes on va à Paris, mais on n'y va pas pour une contrainte, pour un accord contraignant. Et la raison donnée dans la foulée, c'est que le Congrès américain, aujourd'hui majoritairement républicain, ne serait pas d'avis à un accord contraignant. Il faut d'ailleurs vous signaler que les plus gros pollueurs comme les États-Unis et la Chine
n'ont pas daigné signer le protocole de Kyoto, qui est en l'état actuel en matière de la conservation de l'environnement comme étant la Bible de référence sur le plan de la protection de l'environnement. Donc, si les États-Unis n'arrivent pas à signer, si la Chine ne se met pas au pas, c'est vrai qu'on annonce de petites avancées dans les pourparlers qui ont précédé ce sommet, mais Paris aujourd'hui, qui est comme la capitale de l'exploit climatique avec ce COP21, aura tout à faire. Si ça réussit, ce sera bien pour François Hollande et tout son QG, avec bien évidemment le Quai d'Orsay, Laurent Fabius en tête, qui ont sillonné le monde entier pour essayer de récolter ou alors pour essayer de gagner l'adhésion du maximum possible avant ce sommet. Ont-ils réussi? Cela va se ressentir pendant ces 2 semaines. Mais je peux vous dire, Louis Roger, que le monde a les yeux rivés vers Paris après les attentats pendant ces 2 semaines-ci pour voir si enfin ceux qui polluent, ceux qui mettent finalement la planète en danger vont daigner mettre la main à la poche et surtout prendre leurs responsabilités en acceptant de ne plus polluer et de demander aux autres de payer la note, la facture en termes de sacrifice. Élie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, on parle donc ce matin de cette, nous parlons ce matin de cette conférence internationale sur le réchauffement climatique. Et lorsqu'on regarde un peu les pays qui polluent, il y a la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, même avec ses 28 États, il y a l'Inde, la Russie, le Japon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une simple conférence de 14-15 jours suffit pour réduire, bien évidemment, ce réchauffement du climat? En principe, non. 14 jours, même un mois ne peut pas suffire, mais ça donne déjà, ça va mettre les bases et puis essayer d'uniformiser les points de vue sur le problème du réchauffement climatique. On doit savoir que c'est important aujourd'hui d'avoir un autre mode de développement et que les pays émergents ou les nouveaux pays comme les pays africains ne doivent pas commettre les mêmes erreurs que les pays occidentaux ou les pays développés ont fait. Donc je pense que on peut émettre des réserves sur la COP 21, son incapacité pour peut-être atteindre les objectifs, parce que je suivais là, tantôt Christian dit que les pays qui sont des grands pollueurs comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, sont un peu réticents, en particulier la Chine, parce que nous avions vu aujourd'hui que même les Chinois, vous voyez, quand on pollue, on ne pollue même, on n'affecte pas même seulement les autres, même eux-mêmes, les Chinois sont en train de souffrir, mais il faut qu'on essaie seulement d'uniformiser. Mais la réticence souvent des gens qui sont un peu sceptiques, par exemple, quand vous avez aux États-Unis les républicains ou les gens de la droite, est que ça coûte cher d'avoir un développement, entre guillemets, écolo, mais c'est bon pour la nature. Alors, on parle d'un développement écologique et je me dis, est-ce possible lorsqu'il faut créer des industries, lorsqu'il faut des espaces pour construire des aéroports, lorsqu'il faut des espaces pour construire des appartements et autres, est-ce qu'en ce moment-là, on peut parler de je ne comprends pas. Je suis un peu gêné parce que je me dis, on ne peut pas aujourd'hui parler de réchauffement, de réduction du réchauffement climatique, on ne peut pas parler de la protection des espaces verts et tout ça, et pourtant le monde évolue, la population grandit, il va falloir faire des routes, il va falloir construire des immeubles. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est possible. Je vous donne un exemple. On est à Douala. Nous sommes d'abord notre président, le président camerounais, pour une fois, parce que quand quelqu'un a quelque chose qui est bon, moi je ne suis pas un fan de Paul Biya, mais je reconnais ce qui me fait plaisir, c'est que il serait le porte-parole du Cameroun, de l'Afrique, au COP 21. C'est déjà un grand avantage. On reconnaît quand même que même comme s'il ne parle pas beaucoup, il n'est pas très actif, c'est bien. On peut aussi savoir les raisons pour lesquelles il le fait, mais ça, ce n'est pas important. Mais est-ce qu'on peut lier développement, c'est ce que je voulais dire, oui, et respect développement entre guillemets et puis le respect de l'écologie ou développement durable? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On peut commencer ça même chez nous. Par exemple, quand je suis passé hier au pont du Vouri, j'ai vu quelque chose qui m'a attristé. C'est comme vous venez de dire. On est en train de rembler une partie, soi-disant, c'est que ça va un peu offenser ceux qui sont de sensibilité culturelle. J'aurais appris que comme Dangote a occupé une partie sur la rive droite, la rive gauche du Vouri, on veut refaire une autre partie pour faire le Ngondo. Mais c'est grave pour l'écologie. Parce qu'on est en train de détruire une forêt qui est là, les mangroves. Et les mangroves là sont très importants pour préserver
l'érosion de la côte. Deuxièmement, et puis pour un certain écosystème qui y vit. Mais on le peut si on est un peu responsable. Si on a les gouvernements, les gens que le gouvernement nomme, par exemple si le président nomme un ministre de l'environnement, il faut que ce soit un ministre de l'environnement qui est aussi écologique, qui comprend la nécessité d'être écolo, qui va dire que par exemple, voir avec le ministre des Industries, si Dangote, oui il est riche, pourquoi on va lui permettre d'établir une société à côté du pont du Vouri qui va vraiment polluer tout ça? Non, c'est possible. C'est possible de le faire parce que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a déjà un marché pour l'écologie. Par exemple, les gens qui sont les planteurs du café et du cacao, il y a déjà des grands consommateurs en Europe et aux États-Unis qui peuvent. Donc, je pense que c'est possible de lier le développement et puis la modernité et puis l'écologisme. Et moi, je suis contre même le fait de construire souvent les autoroutes. Par exemple, l'autoroute Douala-Yaoundé qu'on est en train de parler qu'on veut construire. Moi, je trouve qu'on a déjà notre autoroute là qu'on utilise. Ce n'est même pas assez utilisé très bien. Pourquoi construire encore une autre autoroute qui va nous détruire notre forêt qu'on a? Il faut qu'on commence maintenant à voir comment préserver les forêts qu'on a, l'environnement. Même ici à Douala, qu'on ait quand même un gouverneur qui connaît ce que veut dire écologie. Empêcher les gens, par exemple, de construire dans les zones marécageuses, qu'on peut avoir un certain écosystème qui est là. On peut bien lier et c'est important parce que si on ne le fait pas, aujourd'hui on se plaint de l'érosion dans le littoral ou quand vous allez même par exemple dans le sud, c'est parce que nous n'avions pas respecté. Quand vous allez aujourd'hui au Cap Cameroun, vous voyez comment l'île a baissé. Même le poisson, combien de poissons on a aujourd'hui parce qu'on ne respecte plus le maillage pour la pêche. Je pense qu'on peut. On peut, et ce n'est pas uniquement parce qu'on veut faire plaisir ou nuire les industriels, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nous comme individus, si on veut préserver notre terre, notre pays, notre continent pour l'avenir. Alors, Patrick Christian d'abord, aujourd'hui, l'Afrique, on a quand même l'Afrique avec son grand bassin du Congo, on a également cette forêt de l'Amazonie, mais on se rend compte toujours qu'on a besoin des meubles, on a besoin de beaucoup de choses qui doivent être fabriquées en bois. Et le commerce des billes de bois est un commerce assez juteux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un monde écologique et à chaque fois encore relancer cette industrie du bois? C'est tous les jours qu'on voit des billes de bois transportés par des camions en direction du port et en direction de l'Europe. Oui, Roger, c'est toute là la grande problématique. Que ce soit pour le bassin du Congo ou bien la grande forêt de l'Amazonie, les populations qui vivent aux alentours ou à l'intérieur de ces bassins-là ont pour habitude de bénéficier, n'est-ce pas, de ces ressources-là, d'y tirer finalement leurs ressources vitales, que ce soit nutritionnelles ou bien en termes de développement. Cela va sans dire que ça entraîne quelques conséquences, n'est-ce pas, sur la déforestation. Mais il faut surtout signaler que ce n'est pas l'action de ces habitants-là qui peut inquiéter à grande échelle, parce qu'il y a quand même un cycle de régénérescence que ces habitations et ces populations-là ont eu de manière assez traditionnelle. Ce qui inquiète, c'est la déforestation à grande échelle, industrielle, sans régénération. Et c'est à ce niveau, justement, qu'on peut se poser la question que vous vous posez de manière assez légitime. Comment est-ce qu'on peut réussir à parler d'une protection de l'environnement? Comment est-ce qu'on peut réussir à réduire ces réflexes de déforestation si on n'a pas des alternatives pour ces populations? Et c'est en cela que la question est toute posée. Par exemple, lors du protocole de Kyoto, on avait déjà jeté les bases. Et en Copenhague, en 2009, il avait été décidé de la mise sur pied d'un fonds vert, près de 100 milliards, qui devrait permettre de compenser un certain nombre d'exigences et de contraintes qu'on demandait à ces populations. Mais nous en sommes aujourd'hui en 2015, au COP 21. Allez donc voir à quoi est-ce que la participation dans cette ardoise de 100 milliards de dollars qui avait été décidée a été atteinte. C'est une infime partie qui a été rendue disponible. Dans ces conditions-là, vous vous rendez compte qu'il est très difficile de demander à des personnes dans ces gros bassins qui sont les poumons de l'espace, les poumons de la protection de l'environnement, il est bien difficile de demander à ces populations, à ces pays, non seulement de combattre la déforestation et le changement climatique, mais en plus de le combattre, de s'adapter à ce changement climatique, parce qu'il faut reconnaître que ces populations
qui ne sont pas les premières à polluer l'environnement et l'espace planétaire, sont paradoxalement les premières à en subir les conséquences. Vous allez voir la zone sahélienne en Afrique, mais c'est la manifestation palpable de ce réchauffement climatique, c'est la manifestation palpable de cet environnement pollué qui vient de l'Occident. Donc, tout à fait d'accord avec vous, Louis Roger, que ça reste un véritable casse-tête chinois, une équation difficile qu'il va falloir par contre résoudre. Parce que si on demande aujourd'hui à ces populations d'avoir ces réflexions, on demande de freiner la déforestation, il faut trouver des alternatives. Et ceux qui polluent, ceux qui pendant des décennies et des siècles se sont industrialisés, ont bénéficié de cette pollution de l'espace, n'est-ce pas, ont engrangé des bénéfices, sont aujourd'hui appelés à mettre la main dans la poche des bénéfices qu'ils ont engrangés à partir de la pollution de l'espace. Et aujourd'hui, c'est ça toute la problématique. Pas pour dire qu'il faut encourager les Africains à polluer, mais pour dire simplement que autant on a besoin de ce réflexe du côté africain, autant on doit pouvoir accompagner les exigences, parce que c'est le milieu naturel de ces pays-là, et c'est d'abord dans son milieu naturel qu'on cherche de quoi vivre et de quoi se développer. Malheureusement, la planète en prend un coup, et comme c'est devenu les seules réserves et les seuls poumons de la planète, il faut bien les protéger, mais avec une démarche qui voudrait que, en demandant à ces pays de ne pas faire les mêmes erreurs que les Occidentaux dans le passé, encore que je ne suis pas certain que c'était des erreurs côté occidental. Je suis plutôt certain qu'on en avait conscience, mais on a plutôt opté pour le développement et l'industrialisation. Et aujourd'hui, on voudrait bien partager ça. Donc, il faut que du côté de l'Afrique, on prenne conscience de ce que la menace peut venir aussi, comme cela est arrivé en Occident. Mais en même temps, on a besoin d'être accompagné par ceux qui ont bénéficié de cette pollution avec une industrialisation tout azimut. Alors, Elie Smith, on a entendu cette année parler de révolution verte au Cameroun et bien évidemment cette opération Sahel vert que certains ont introduit dans leur discours de politique ou de politiciens. Mais on se rend compte que ce n'est pas effectif et qu'il urge aujourd'hui que ces vastes projets soient véritablement mis en œuvre. Exactement, vers des politiciens, parce que j'écoute un peu ce que Christian dit, c'est bien beau. Les pays industrialisés, oui, ils ont promis de donner une certaine somme d'argent qu'ils n'ont pas donné. Mais le problème, c'est quoi? Il faudra que dans les pays en voie de développement ou les pays concernés, par exemple les pays du bassin, soit aussi les pays qui ont les gouvernements responsables et durables, écologiques. Oui, parce que vous avez parlé d'opération, c'est Révolution verte. Oui. La Révolution verte a commencé au Cameroun pendant le régime de Ahidjo. Oui. Mais à un certain moment, ça a flashé, ça s'est arrêté parce que notre mal, la corruption y est entrée. Par exemple, sur le Sahel, on a donné de l'argent dans des pays de faire la réafforestation. Il y a des gens qui ont mangé parce que les gens ont dit, bon, ça sert à quoi? Ce problème, c'est pour le problème des Blancs. Ils ont cru que, oui, les Européens ou les Occidentaux ont commis des erreurs en abattant massivement leurs forêts, mais ils ont compris encore plus tard que ce que nous avions fait était des erreurs. Voilà ce qu'on voulait faire. On veut faire maintenant. Ils ont aussi voulu que les pays africains le font et les autres, mais malheureusement, on a les gouvernements qui sont irresponsables. Cette opération de révolution verte est une bonne chose. On voulait par exemple verdir le Sahel camerounais, du Nigeria aussi, mais la plupart du temps, ces projets n'ont pas réussi parce que les gens qui étaient responsables ont tout simplement mangé l'argent qui était alloué. Donc, je crois que les pays occidentaux, oui, ils doivent participer, mais ce que les pays occidentaux veulent, c'est que nous-mêmes, dans la société civile, les journalistes, les hommes politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, devions être responsables et demander les comptes aux gens qui sont censés diriger ou censés mener ce projet à bon port. Parce que s'ils ne le font pas, les gens même, quelle qu'en soit la volonté des pays occidentaux ou les pays pollueurs, ils ne vont pas donner un argent. Ça serait un peu comme les opérations de lutte contre le sida. On donne de l'argent aux gens pour la campagne du sida. Au lieu d'acheter les antirétroviraux, ils achètent leurs belles voitures, ils mettent leurs femmes, leurs copines, leurs frères dans les postes à responsabilité, ils dilapident tout l'argent. Donc cette opération Révolution verte était une bonne chose. Ça n'a pas marché parce que nous sommes des gens corrompus. Regardez par exemple le bassin du Congo. Quand il a parlé de problème de... C'est quoi, vous avez parlé du problème du bois. Il y a un programme que quand on détruit une portion de forêt où on coupe, on replante. Est-ce que les gens chargés qu'on fait la replantation, la réafforestation le font? Ils ne le font pas. Quand tu donnes l'argent à un monsieur qui est censé, il ferme les yeux et ça continue.
Voilà. Et Patrick Christian d'abord. Oui, simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas évacuer cette problème endémique, cette question endémique, n'est-ce pas, ce sempiternel problème de la corruption. Mais il me semble surtout qu'au-delà de ces opérations Sahel vert et autres qui ont été lancées, qui étaient de très belles initiatives, qui ont quand même connu, on va dire, des périodes de gloire. On avait vu avant que finalement tout cela tombe dans des oubliettes ou bien des tiroirs rangés. Il y a surtout qu'il est question beaucoup plus d'adapter aujourd'hui, n'est-ce pas, la problématique au projet de l'heure. La forme de l'opération Sahel vert ne peut plus être aujourd'hui adaptée à la réalité et à l'évolution de ce changement, qui parfois même ne vient pas seulement de l'Afrique, parce que, allez-vous dire que même s'il y a la déforestation en Afrique, même l'action des populations africaines n'est pas à la hauteur de la pollution et de l'émission de ces gaz qui produit une cyclique. Le CO2 qui est émis par l'industrialisation dans ces pays-là affecte la couche d'ozone. Et vous voyez, ça retombe même sur la capacité des forêts africaines et amazoniennes à se régénérer, parce que l'atmosphère n'est plus le même. Bon, maintenant, au-delà de cette question de la corruption, moi je voudrais, sans porter un doigt accusateur exclusif sur nos amis occidentaux, vous savez, quand on veut faire les BTP, prenez le cas du pont sur le Vouri, c'est des argents qui nous sont restitués sous forme de remise de dette, mais pour s'assurer que ça va aller dans la construction et l'effectivité de ce pont-là, nos amis ont tout fait de mettre des sociétés qui sont originaires de là-bas pour se rassurer non seulement de ce que le projet sera là, mais peut-être aussi pour qu'une partie de fonds leur revienne. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a vu quand même qu'ils se rassurent en payant que c'est le projet qui est financé. Alors, si on a des programmes qui veulent préserver notre environnement, on a parfois l'impression que tout est fait à dessein. Sachant que quand on va vous donner du financement pour le sida et que vous êtes friand d'un certain nombre de choses, vous allez vous orienter vers ces choses-là aux dépens du sida, puisque ce n'est pas les Occidentaux qui meurent et que c'est les Africains qui vont mourir, faute, n'est-ce pas, d'antirétroviraux. En tout cas, on laisse faire. Mais quand il s'agit de faire un pont du Vouri qui va vous aider à transporter des marchandises et qui va mettre certaines de vos sociétés en action, là, vous suivez et vous mettez ces sociétés sur orbite. Je voudrais dire qu'on soit sincère dans tous les cas. Au-delà de la responsabilité qui peut être celle des Africains dans ce problème, dans cette gangrène présente qu'est la corruption, il faut quand même qu'on voie dans la démarche le même intérêt que quand il s'agit d'un certain nombre de projets directement liés aux intérêts de nos amis. Et c'est de ça qu'il s'agit. On espère bien évidemment que pendant ces 14 à 15 jours, les chefs d'État vont prendre des mesures coercitives pour essayer, n'est-ce pas, de résoudre cette problématique du réchauffement climatique. Voilà. Mais pendant qu'on est du côté de Paris en train d'échanger sur ces questions de pollution et de réchauffement climatique, du côté du Brésil, il y a eu cette coulée de boue qui a également pollué tout un fleuve. On parle de près de 500 kilomètres d'eau de ce fleuve qui a été donc envahi par cette boue toxique et qui est l'œuvre donc de certaines industries minières. Alors, un sujet qui est passé pratiquement inaperçu. Alors, est-ce qu'il faut seulement parler de pollution lorsque ça concerne peut-être que certains pays? Voilà, c'est ce que je voulais répondre. Vous savez, ce qui nous tue, nous les pays africains, les pays du tiers-monde, le Brésil n'est pas en Afrique, c'est aussi un pays très corrompu. Vous voyez, même la déforestation, ce que vous avez parlé, il y a des sociétés au Brésil qui ne respectent pas des normes et qui déversent les déchets dans des rivières et il y avait un barrage qui a cédé. Et on a découvert qu'il y avait des trucs toxiques dedans. C'est parce que les sociétés, maintenant, c'est ça que la COP21 est très important. On veut faire une certaine standardisation. Si moi je refuse quelque chose, il ne faut pas que tu partes chez Christian le faire. Et puis que nos gouvernements, parce que quel qu'en soit ce qu'on va faire, il faut qu'on ait des gouvernements responsables. Comme on est dans l'écologie, on est les gouvernements qui comprennent ce qu'est l'écologie. Ce n'est pas parce que, par exemple, il y a le Brésil qui a ce problème, il y a l'Indonésie et la Malaisie qui abattent les forêts pour planter l'huile de palme, parce qu'ils sont aujourd'hui les premiers et deuxièmes producteurs d'huile de palme dans le monde. Donc je pense que ce qui s'est passé au Brésil montre que quand on a des systèmes corrompus, ça a toujours un problème néfaste. Les forêts brésiliennes sont souvent coupées, c'est la plus grande forêt, mais simplement parce qu'il y a la mafia, il y a une corruption qui fait qu'on le fait et personne ne dit rien. Si on a des gouvernements responsables et les mesures coercitives prises en compte, ce qui est passé au Brésil risque de ne pas arriver. Donc, la seule chose importante est que nous devions être responsables.
le pont du Vouri ou la lutte contre le sida, on ne doit pas toujours être comme des enfants, que ce qu'on veut est que quand on te donne un peu d'argent, au lieu de gérer, on te donne une société pour gérer, tu apportes les problèmes familiales, tu apportes les problèmes d'amitié. C'est ça qui fait que nous, on ne grandit pas. C'est pourquoi j'aime citer beaucoup M. Stephen Smith, qui a deux peuples dans ce monde irresponsable. Ça va peut-être les choquer, c'est les Africains et les Arabes. Il faut toujours que quelqu'un d'autre vienne résoudre notre problème et on est toujours enclin à accuser les autres pour nos lacunes personnelles. Donc, le Brésil est victime de sa propre corruption, de la corruption de ses élites. Et voilà aujourd'hui, ceux qui souffrent, c'est qui? C'est le peuple ordinaire, c'est l'homme de la rue qui n'a pas le pouvoir d'influer sur ce que les élites corrompues font à eux. Alors, cette coulée de boue qui a provoqué donc la destruction de la faune, de la flore et qui a laissé quand même 280 000 personnes sans eau potable à Patrick d'Europe. C'est triste, Louis Roger, c'est simplement triste. Mais vous savez, chaque fois... Et Dilma Rousseff, pour ne pas vous couper, sera bien évidemment à cette conférence internationale sur le climat. Il va de soi. Elle est quand même dans une zone où le premier poumon, n'est-ce pas, de la planète est localisé, l'Amazonie, Brésil, l'Argentine et j'en passe. Donc je disais que c'est triste, Louis Roger, et chaque fois que j'écoute avec beaucoup d'attention Elie, qui dit des choses tout à fait pertinentes sur la responsabilité de nos dirigeants africains, je dis que ce serait peut-être très souvent prendre une partie de la paume si on restait à avoir ce discours stigmatisant de nos dirigeants qui ont cède leurs responsabilités, en oubliant le contexte de la problématique même des relations et de la géostratégie mondiale. Vous savez, ce qui se passe, et c'est malheureusement par là peut-être qu'il faut mener le combat, retrouver d'abord la capacité à implémenter même nos lois qui sont décidées, parce que nos lois, parfois, on a des constitutions dans nos pays du tiers-monde, que ce soit au Brésil, au Cameroun et j'en passe, qui ne sont pas fondamentalement critiquables et regrettables. Mais le plus difficile, c'est la mise en application, n'est-ce pas, du contenu de ces différentes lois-là. Et quand vous évoquez cette coulée de boue au Brésil, ben écoutez, regardez ces multinationales qui sont à l'origine de cette évacuation de déchets toxiques cachés pendant longtemps. Mais c'est des succursales et des filiales des multinationales occidentales qui ne font pas ça chez elles. Et qui quittent chez elles, conscientes de ce que ce mal. Là, je pense même qu'il y a un déni d'humanité dans l'intention, avant de questionner la responsabilité des politiques ou alors des gouvernants corrompus dans nos pays. Il y a même le déni d'humanité qui est refusé aux populations vers lesquelles vous allez vous installer. Sachant que chez vous, vos filiales, vous ne le faites pas. Vous avez conscience de la qualité toxique des déchets que vous allez évacuer où des populations vivent. Là, il y a même un crime contre l'humanité, au-delà de l'aspect corruptif. Et ce que je relève ici est simplement désolant parce que nos gouvernements, avec leurs responsabilités, c'est vrai, je suis d'accord, ont parfois un défaut on va dire, d'instruments de vérification des normes, d'un certain nombre de standards. Le niveau d'industrialisation fait souvent que lorsque ces succursales-là viennent s'installer, soit il y a déjà d'abord un retard sur le plan technique de la vérification même d'un certain nombre de conséquences, soit il y a des complicités, je suis d'accord, au sein de l'appareil de nos gouvernements, mais les filiales internationales, quand elles viennent dans leur démarche, puisqu'elles maîtrisent tout le processus, au niveau même de la considération humaine, je pense qu'il devrait avoir attention. Quand la corruption va jusqu'à ce niveau, parce que pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrompu et un corrupteur. Et dans une situation comme celle-là, où celui qui vient s'installer, et parfois tronque même les données du dispositif de la mise en place de son industrialisation, là il y a un problème. Il y a un problème et je me dis peut-être qu'il faut revenir à l'intention même de venir s'installer avant d'en arriver à la situation de corruption. Et là, c'est un problème qui se pose. Les SMI n'ont pas des moyens pour vérifier tout cela. Et quand bien même nous disposons tous les moyens, il y a l'argent qui vient toujours tout faucher. Exactement, parce que je pense que Christian joue l'avocat des diables là-bas. Il veut nous faire croire que nous, on est si idiots, on est si angéliques. Non. On a, vous avez donné l'exemple, je donne l'exemple du Probo Poala en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Voilà, non, oui, je donne un exemple. Est-ce que le gouvernement ivoirien ne savait pas que c'était pollué? Il savait très bien. On savait très bien que c'est pollué. Et ils ont dit, bon, comme j'ai de l'argent, comme vous avez dit, bon, allez me déverser ça quelque part là-bas. On a le cas qui s'est passé, je crois, en 82 ou 84 à Ayodhya,
en Inde, il y a eu 20 000 morts, il y a eu un problème politique. C'est que nos pays, oui, sont faibles, mais on a les individus cupides. Et aujourd'hui, on a une culture de l'immédiat. Tout le monde veut aller au paradis, mais ne veut pas mourir. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas avoir de séance de sacrifice. Moi, je veux qu'on arrête ce problème-là d'accuser. Et on est les êtres humains, les multinationales ne font pas ça chez eux. Ils viennent faire ça chez nous. Pourquoi nous devions accepter? Et nous tous, nous allons à Londres, nous allons à Paris, on est à Washington, on a les très belles voitures. Et nous voyons tout ce qui se passe là-bas, mais nous sommes incapables de venir implémenter ça chez nous. Je vous donne un exemple. Quand tu arrives à l'aéroport de Roissy, tu ne jettes pas même le papier sur le sol. Il y a un bac à ordures. Mais même gars là, quand il arrive à l'aéroport de Douala, il jette sur le sol. Il ne respecte rien. Donc je pense que nous devions être responsables. Mais ça, il faudra aussi que les individus africains, on commence à avoir la capacité de savoir dire, comme Aladji Kourouma a dit, quand on ne veut pas, on dit non. Si on a un gouvernement, il faut que maintenant, on commence à voter. Les gens, si tu veux être maire, on sent que tu es un maire responsable. Ici, on avait un maire à Douala, il s'appelle Fangpou Dagobert. Je crois que c'est le meilleur maire que Douala en a eu. C'est le seul qui allait y casser les maisons. Il parlait là-bas. Quand il y a c'est là où c'est notre village. Il partait. Ici, on jouait au football, on avait construit une maison, on casse. Mais aujourd'hui, il est mort. Les gens sont venus, on fait de la peu près. On est dans la ville de Douala. Sa fille est d'ailleurs mère. Là. Voilà, j'espère que sa fille fait comme son père. J'espère que sa fille fait comme son père. On est dans la ville de Douala. Regardez à quoi aujourd'hui, comment elle est devenue. Les rigoles ou les caniveaux sont bouchés. Ça, c'est les premiers élémentaires, les choses élémentaires de l'écologisme. Mais comme on est corrompu, elle est tous là bouchée, qui prend compte de ça? Rien. Voilà. Donc, je pense que tout ça, il ne faut pas qu'on dise parce qu'on est faible, c'est qu'on est corrompu, Christian. On veut toujours faire des choses qui est à peu près, mais après, on pleure après. Voilà. Parlons à présent des élections et de cette présidentielle législative au Burkina Faso, avec les résultats qui sont donc attendus dès ce soir. Alors, Elie Smith, 17 000 bureaux de vote, 5 millions d'électeurs, 14 candidats pour ce qui est de la présidentielle et certainement beaucoup pour les législatives. Mais de la vie générale, tout s'est déroulé dans le calme, dans la sérénité, ce qui est quand même une mention honorable. Exactement, peut-être mention honorable parce que tu peux être économe dans les délos, je crois très bien. Et puis vous avez oublié dans les statistiques 17 160 observateurs venant de la CEDEAO, de l'Union africaine et puis les initiatives locaux, plus 160 observateurs de l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a 14 candidats, mais il y a 2 qui sortent de l'eau. Il y a Roch Marc Kaboré et puis Diabré Zéphrin. Donc, c'est les 2 gens. Et je pense qu'il y a un qui est un peu extrémiste, je crois que, bon, entre guillemets, Roch Marc Kaboré, qui dit qu'il ne veut pas de soutien des autres formations politiques, en particulier ceux de Blaise Compaoré. Et le second. Donc, il était allié avant. Donc, il était allié. Bon, mais je pense que, quel qu'en soit le cas, il a été allié. Et puis, on va quand même toujours le soutenir. Mais c'est que je pense qu'on ira à un second tour. Et ça serait quelque chose de bien pour le Burkina Faso. Et c'est un exemple pour tous les pays africains, en particulier les pays de l'Afrique francophone, que beaucoup d'entre eux, c'est le repère de la dictature. C'est aussi le repère des intellectuels malhonnêtes qui nous disent que non, tu sais, la démocratie n'est pas africaine. Le Sénégal, c'est un pays africain. Le Bénin, c'est un pays africain francophone. Il faut qu'on nous arrête de nous dire chaque fois que c'est les anglophones qui sont plus démocrates. On peut. Et le Burkina Faso nous a aussi montré comment la société civile est importante. On ne doit pas avoir une société civile qui se passe tout son temps à critiquer l'opposition parce qu'eux, ils sont mieux éduqués. La société civile est complémentaire à l'opposition. Et moi, je trouve que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez d'abord le coup d'État du 16 septembre que la population a résisté. Ils ont sacrifié. Et puis, d'abord, le fait qu'ils ont chassé un despote comme Blaise Compaoré, moi, je suis très content. À chaque fois qu'un homme qui a mis l'homme au pouvoir tombe, ça me réjouit le cœur, en particulier quand c'est un problème populaire. Voilà. Patrick Christian, d'abord, maintenant, tout le monde, tous les observateurs disent c'était bien. Maintenant, on attend la Commission nationale électorale indépendante. On attend également que les candidats acceptent les résultats des urnes. Ben écoutez, moi je me méfie toujours de tout ce qui est pris avec beaucoup d'éloges. Quand c'est trop bien, il faut toujours avoir un peu de retenue. Mais au-delà de cette méfiance qui voudrait quand même que chaque médaille ait son revers,
il faut féliciter le peuple burkinabé, parce que quoi qu'on dise, quels que soient les contours, on n'a pas fait mention d'une quelconque violence pendant le déroulement de cette élection. Il me semble que le côté pacifique est plus que jamais primordial, parce que s'il n'y a pas de paix, quelles que soient les options, finalement, on va retourner dans une misère indescriptible. Et puis, il faut remarquer sur le plan systémique que, quand même, depuis la révolution qui avait porté Thomas Sankara au pouvoir, les Burkinabés n'avaient pas eu droit à une élection où l'armée n'était pas impliquée. Parce que de Sankara à Compaoré, c'était pratiquement plus de 30 ans, c'était pratiquement, on va dire, une présence de l'armée dans ce pays qui a une tradition de coup d'État militaire depuis son indépendance. Donc, il faut dire que c'est un changement de paradigme, au-delà des petits contours qu'on peut relever, qui n'ont véritablement pas fait, qui n'ont pas donné l'impression d'avoir un dialogue inclusif. Parce que j'aime bien souvent interpeller Elie sur cette notion de dialogue inclusif, qu'il appelle ailleurs et quelquefois qu'il laisse passer à côté dans d'autres pays. Donc le Burkina Faso n'avait pas donné des signes au regard d'un certain nombre de décisions quand même assez sévères et strictes de la transition qu'on allait avoir un dialogue inclusif. Mais il fallait tourner la page. Il fallait tourner la page parce que quand ça s'étire un peu longtemps de mouvements révolutionnaires à revendications, à transition, à décisions d'exclusion et autres, ça pouvait générer autre chose. Et j'espère bien que le président qui sera élu va permettre aux Burkinabés de se regarder en face, de se réconcilier véritablement, parce que jusqu'ici, il y a eu échec, n'est-ce pas, du coup d'État, mais après, finalement, le débarquement de Blaise Compaoré, cette réconciliation-là n'a pas encore eu lieu et il faudra bien que cette réconciliation prenne corps. Et ce sera certainement la mission principale du président qui sera élu. Donc, coup de chapeau au Burkinabé pour ce déroulement dans la paix. Beaucoup d'observateurs qui viennent du monde entier. Je me pose aussi la question de savoir pourquoi l'intérêt du Burkina Faso a été aussi grand. Peut-être parce qu'il y a une révolution populaire, peut-être parce qu'un coup d'État a manqué, mais ce que j'ai noté, c'est qu'on ne nous a pas posé des questions de financement comme quelquefois cela a été posé ailleurs. Donc c'est bien, le Burkina en a bénéficié et aujourd'hui, je tire surtout un coup de chapeau parce que ce pays qui a vécu sous l'emprise militaire pendant plus de 3 décennies est en train de changer de cap aujourd'hui. Et quand on voit le déroulement de cette élection-là, un probable deuxième tour pointe à l'horizon. Ce sera bien davantage pour animer l'espace politique. Maintenant, il me semble que dans ce deuxième tour, qui pourrait arriver, on attend d'ailleurs aujourd'hui les résultats provisoires de la part de la Commission nationale la Commission électorale indépendante, au-delà de ces résultats et de ce deuxième tour, on va certainement ressentir les alliances politiques qui vont s'établir autour des 2 probables personnalités qui venaient d'être citées. Si véritablement c'est vers un deuxième tour que le Burkina va se diriger, en ce moment, on verra quelle est la place du CDP, le parti de Blaise Compaoré qui a été bousculé. Est-ce qu'il a encore une capacité à influer sur le jeu politique au Burkina Faso? Et les autres candidats de l'opposition, comment vont-ils se comporter face à un Marc Roch Kaboré qui estime qu'il est le tout-puissant dans un discours radical, qui refuse d'avoir un quelconque soutien des autres? Est-il aussi fort, sûr et certain de sa force? La question se pose, et c'est une question qui se pose en introduisant d'autres questions, Louis Roger. On l'a vu dans une certaine corrélation avec les chancelleries occidentales. Est-ce qu'il aurait reçu des assurances? Il faut se poser des questions. C'est quand même un ancien allié de Blaise Compaoré. Il avait quand même connaissance d'un certain nombre de circuits de la gestion de l'appareil étatique et des relations internationales du Burkina Faso. Le voir avec un discours aussi sûr et certain de lui peut susciter quand même des interrogations quand on sait qu'il a quand même participé à la gestion de ce pays sous Compaoré. Donc, attendons de voir le jeu du deuxième tour et de voir comment les alliances vont se dessiner. Merci, monsieur. Nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs ce soir à partir de 20h pour la soirée de l'information. Nous reviendrons également sur ces premiers résultats de cette élection présidentielle au Burkina Faso et donner quelques tendances pour ce qui est donc des législatives. C'est d'ici que s'achève ce programme. Ne quittez pas, le programme se poursuit.